Bien sûr, évidemment. toujours la bienvenue. Et yo tout le monde. C'est bizarre. La congéniture. C'est bizarre. Un bloong, mais c'est ouf, putain. Et un monde. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode un peu spécial aujourd'hui de À Bloc Ouvert parce que Vincent n'est pas à mes côtés et c'est aussi un épisode qui va clôturer la première saison de la diffusion après 1 an d'existence. Aujourd'hui, un sujet qui me tenait à cœur, c'est le chef de service. On va tout d'abord te présenter, donc Maxime. Bonjour. Tu vas nous raconter ton parcours, on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est être chef de service. Ouais. Concrètement, on essaiera ensuite de voir rapidement comment tu arrives à concilier ta vie pro et ta vie perso. Ouais. Et ensuite, je serais curieux d'avoir ta vision du bloc opératoire, mais aussi ta vision plus globale sur la santé publique. D'accord. Voilà. Plaisir. Et on finira enfin le podcast sur une rubrique qui nous tient à cœur, notre rubrique fétiche des questions rapides. Ah, très bien. Ok. Bah, moi, je suis Maxime, je suis chef de service en chirurgie vasculaire, je peux au moins dire la spécialité. J'ai eu une formation à Paris dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris, classique. J'ai pendant 2 ans travaillé en libéral, en même temps qu'à l'hôpital public, dans une clinique privée. Et je suis arrivé il y a un peu plus de 6 ans maintenant dans l'hôpital où je travaille actuellement. Voilà, qui est un hôpital privé à but non lucratif. Et je suis chef de service depuis 6 ans. Tu es arrivé en tant que chef de J'y service. suis arrivé directement en tant que chef de service, ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir chirurgien, puis chef de service ? Alors, ce qui m'a conduit à devenir chirurgien, déjà, il faut remonter loin dans l'enfance, hein, quasiment, parce que c'était un peu une vocation que j'ai envie de faire depuis que j'avais une dizaine d'années. Tout simplement parce que je m'étais cassé un genou et il fallait m'opérer. Et au départ, ça me terrorisait. Puis après, je me suis dit, mais en fait, tout ce que là, aujourd'hui, je peux pas marcher et ce qui va m'arriver, c'est des gens qui vont m'aider justement à sortir de cette situation et qui sont là pour moi. Et en fait, ils veulent me rendre service. Et j'ai réussi à rationaliser le truc. Enfin, j'ai réussi, on m'a aidé aussi, hein, à rationaliser le truc. Et je me Ok. suis dit qu'en fait, cet épisode difficile, ces gens-là, ils faisaient aussi ça pour que moi, j'aille mieux. Donc, je me suis dit, putain, mais c'est génial, c'est super comme métier. Donc, j'ai voulu faire ça depuis que j'avais 10 ans, quoi, en gros, la médecine. Et puis, bon, voilà, je l'ai fait. Et ensuite, comment j'en suis arrivé chef de service? C'est aussi des opportunités, hein, dans le parcours professionnel qui se présentent et qu'on saisit, quoi. C'est soit parce qu'on a les compétences, soit parce qu'on tombe au bon endroit au bon moment, qu'il y a un poste. Ça, c'est assez fluctuant. Il y a les parcours classiques à l'hôpital public où on gravit les échelons petit à petit. Puis il y a des fois des opportunités qui se dégagent. Et voilà, quoi. D'accord, très bien, merci. Merci pour la petite anecdote Ouais, de tes 10 ans. c'est ça. Ça remonte. En quoi consiste le rôle d'un chef de service en chirurgie, au-delà de la pratique opératoire? C'est quoi concrètement un chef de service? Alors, je pense que c'est important de repréciser justement ce que tu as dit juste avant. C'est qu'un chef de service, c'est aussi un chirurgien ou un médecin ou n'importe, ça dépend du service dans lequel il travaille. Mais un chef de service, c'est avant tout un soignant. Donc, il a d'abord sa mission de soignant et moi, je consulte, j'opère des patients, donc ça occupe déjà quand même une bonne partie de mon temps. Et en plus, j'ai les fonctions de chef de service. Donc, c'est vraiment un travail en plus, mais que j'ai accepté de faire. Donc, je le savais en mon âme et conscience. Enfin, en tout cas, heu, je savais à quoi je m'exposais. Et donc en gros, le rôle d'un chef de service, c'est assez multiple. C'est d'organiser son service. Donc un service, c'est, comme tu le sais, des patients qui vont au bloc opératoire. Il y a un service d'hospitalisation. Enfin, c'est un plein d'entités qui travaillent côte à côte, plein de lieux, de gens. Et c'est d'organiser le fonctionnement de tout ça pour la bonne prise en charge des patients. Donc, il faut organiser les consultations, organiser la prise en charge, organiser la continuité des soins s'il y a des gardes. Bref, coordonner tout ça pour que le patient arrive, soit pris en charge correctement et ressorte avec une continuité des soins optimale. Il faut aussi organiser la qualité des soins et les protocoles du service. On participe je participe voilà, à l'élaboration des protocoles du service en disant on va prendre les patients en charge comme ça dans le service. Donc je dirais, c'est vraiment tout le fonctionnement du service. Je participe aussi j'organise la santé financière du service, le budget. Et ça, je le fais dans l'hôpital aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai mon budget, mais il se coordonne avec celui de l'hôpital, celui de mon pôle. Donc, je travaille avec mes collègues aussi là-dessus.
Et voilà, c'est en gros ça les grandes missions. Et puis j'ai la responsabilité un peu de toute cette organisation, c'est-à-dire Assurer le fonctionnement assurer le fonctionnement du service. et donc dans tous ces détails. Après, je suis pas responsable, par exemple, du personnel paramédical. Ouais. Cadre qui est responsable du personnel paramédical, des cadres au bloc ou en hospitalisation. Donc ça, c'est important de le comprendre. Moi, je suis pas le chef des IBOD ou des infirmières de salle, mais je travaille avec le ou la cadre pour organiser la prise en charge des patients et pour que ce soit cohérent, que ce soit de bonne qualité, que les gens soient satisfaits et que en gros, on assure un standard de soins correct, quoi. Donc tu es pas le chef des paramènes, mais du coup, est-ce que tu as un rôle de management, pardon, auprès des médecins, des chirurgiens ou? Alors normalement, oui, j'ai un rôle de management auprès, voilà, je dois organiser la vie de l'équipe médicale, et on organise ensemble, déjà dans le très pratique, les créneaux de consultation, les créneaux de bloc opératoire, comment en gros toute la semaine et toute la journée se déroule. Et puis après, normalement, oui, mais c'est pas écrit ça dans le contrat, mais quand on est chef de service, il faut organiser aussi un peu la vie du service. Et puis, la vie du service, ça peut être, des moments où on se retrouve, soit de façon, formelle comme les staffs et cetera, ou de façon un peu plus informelle pour essayer de développer, de l'intimité, de l'amitié, et que ça fonctionne plus simplement, Bien quoi. sûr. Et C'est toi qui t'occupes du recrutement de l'équipe? ouais, c'est moi qui m'occupe du recrutement de l'équipe. OK. Et après l'idée, c'est d'orchestrer tout ça pour que, les gens se parlent et soient contents de venir travailler. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les gens, ils viennent pas juste en disant: «Je fais mon taf», c'est: «Je veux voir des gens avec qui j'aime bien travailler, avec qui j'ai des idées communes ou alors éventuellement, je suis pas d'accord mais on peut en débattre». Et puis on a, un objectif commun, c'est le patient. Ouais. Et on organise notre façon de faire comme ça. Mais c'est quand même toujours plus sympa et simple quand les gens s'entendent bien et peuvent discuter et qu'il y a une bonne ambiance. On a déjà vu, par le passé dans le podcast avec d'autres chirurgiens que la vie d'un chirurgien, c'est déjà bien, bien rempli. Entre les consultations, comme tu disais, les journées de bloc opératoire ou le service d'hospitalisation. Quand on est, chef de service ou quand on devient chef de service, c'est parce qu'à un moment, on est chirurgien et on s'ennuie ou c'est parce qu'on est un peu hyperactif ou est-ce que c'est, Alors, je pense que chacun a des raisons différentes. Comme je te disais, c'est vraiment aussi une question d'opportunité. Donc, il y a des fois, on sait que ça va être dans 20 ans et on s'y prépare tranquillement, mais on n'y pense pas trop. Des fois, ça nous tombe dessus. OK. Après, c'est moi, je Comme dirais toi, que pour le coup, tu es devenu chef de service assez jeune. ouais, Tu avais j'avais quoi? Là, j'ai 42, c'était il y a 6 ans, donc j'avais 36 ans. 36 ans, donc assez jeune. Ouais. En plus, tu te retrouves à manager des anciens chefs de service eux-mêmes, Ouais, ou des des gens plus vieux que moi. des gens plus vieux que toi. Des gens peu que moi, ouais, ça, c'est une particularité, ouais. Ça se gère Bah, bien au quotidien, ça te C'était plaisir? stressant, ça m'a beaucoup préoccupé, j'y ai beaucoup pensé, je me suis beaucoup posé de questions sur, est-ce que je faisais bien les choses ou pas? J'ai fait beaucoup d'erreurs et ça, c'est aussi une façon d'avancer, mais j'ai fait des conneries, je me suis planté, dans, la façon de gérer les choses, mais ce qu'il faut, c'est le reconnaître, quoi. C'est pas grave de faire des erreurs, ce qui compte, c'est de progresser. Mais ouais, ça, c'était un sujet et c'est pas une partie simple, la gestion humaine, je dirais que même c'est le plus difficile parce qu'on n'est pas dans la tête des autres, et puis des fois on fait des choses, on se dit, que les gens vont adhérer, puis en fait ils adhèrent pas, on comprend pas, puis voilà, ça dépend un peu de la façon de penser de chacun. Et finalement, c'est passionnant comme partie du travail parce que c'est la partie qu'on explore, qu'on maîtrise le moins, par rapport à ce que je fais tous les jours, la chirurgie, où je dirais que c'est un peu plus cadré, quoi. Mais c'est passionnant d'échanger avec les autres, mais oui, oui, c'est un vrai sujet. Maintenant, pourquoi on en vient à ça? Je pense que plein de gens ont des raisons différentes, mais c'est vrai que c'est agréable, des fois aussi de se sortir un peu de la pratique, purement médicale et puis d'explorer d'autres choses comme le management, Ouais. la gestion, Ouais. et C'est sûr que là, tu as une vision, globale Ouais, du truc, quoi. Tu es pas exactement. concentré uniquement sur ta patientèle. Ouais, mais je pense que si ça vient par vague et des fois il y a des moments, on est content de faire que la médecine, la chirurgie, puis il y a des moments, on a envie de prendre un peu de recul, c'est pas désagréable, ouais. Est-ce qu'il y a une formation pour être chef de service? Pas vraiment. Non? Pas vraiment, non, il y en a pas. Après, il y a toutes les institutions globalement et celles dans lesquelles, on travaille, proposent un soutien là-dessus et proposent des formations en cas de besoin, du coaching, du management. Sur du management? Ouais, mais du coaching même, psychologique, Ouais, d'accord. non, il y a eu des formations qui ont été mises en place, dans la gestion, des RH comme ça, enfin, des trucs en ligne où on a eu des cabinets de conseil qui sont venus nous aider un peu,
qui étaient adressés à certaines personnes, donc c'était assez intéressant. Donc il y a pas un diplôme chef de service. Il y a pas Ouais. écrit voilà et c'est vrai à plein d'endroits et puis il y a des gens, c'est pas parce qu'on est chef de service qu'on est un bon chef de service ou un mauvais chef de service. Il faut se remettre en question tout le temps, quoi. Faut essayer de se dire: «Voilà, est-ce que je fais bien ou pas?» mais il y a pas non, il y a pas de: «C'est bon, vous avez la moyenne, vous pouvez être chef de service, c'est réglé», quoi. Mais il y a des trucs de formation. Voilà, il y a Une sorte de notamment à formation. l'assistance publique, il y a une école qui s'appelle l'EMAM qui sert dans le management hospitalier, que la plupart des gens font, mais c'est pas le truc qui voilà, c'est pas comme vous êtes docteur, vous avez une Bien sûr. thèse, Ouais, ouais, ouais. voilà, C'est pas un diplôme de. non, il y a pas de diplôme, non. Ouais, ouais, ouais. Chacun fait comme il peut, comme il veut et OK. Non, c'est bien, c'est intéressant. La chirurgie, c'est parfois, vu comme une discipline un peu solitaire et toi, dans quelle mesure tu dirais que le chef de service, c'est un travail d'équipe, du coup? Est-ce que tu prends des décisions seul pour le service ou c'est des décisions qui sont prises de façon collégiale? alors déjà, je dirais que la chirurgie, c'est pas solitaire, en fait. Je suis pas d'accord avec toi parce que C'est une vision non, que non, mais ouais, mais alors de l'extérieur. justement sur cette vision, je dirais que je suis pas d'accord parce que la chirurgie, un chirurgien seul, ça reste, un type avec 2 mains, mais s'il y a pas, une équipe autour de lui pour bosser avec lui, il est rien, quoi. Enfin, tu vois, on est tous, comment dire? Interconnectés et on peut pas travailler les uns sans les autres, quoi. Donc c'est justement, je trouve, un travail d'équipe, déjà de base et à part effectivement le moment en consultation où tu es seul face à ton patient, là où tu discutes avec lui, mais sinon au bloc opératoire, tu vois ce que c'est? C'est vrai. C'est un orchestre, il y a un chef d'orchestre, enfin il faut et je suis pas forcément le chef d'orchestre, hein, mais il faut que ça tourne et tous les gens bossent ensemble, quoi. Donc après pour le service, je dirais qu'il y a des décisions, oui, parfois on les prend un peu seuls, mais c'est des décisions qui vont pas avoir trop d'impact sur la vie des gens, mais c'est rarement, d'un coup on se réveille le matin en disant: «Tiens, je vais faire ça». Non, c'est on discute avec les autres, si c'est un notamment si c'est un impact sur la vie de mes collègues, des patients, enfin non, ce qu'il faut, c'est discuter. C'est rare d'avoir des décisions qu'on prend tout seul. On peut peut-être réfléchir à des trucs sur le budget, des fois un peu seul, mais on en parle avec l'administration, voilà. Donc non, non, c'est rarement un exercice isolé quand même, le fait d'être chef de service et il faut pas parce que sinon après ça devient, ça peut avoir tous les travers, du despotisme. C'est quoi les horaires d'un chef? Ça Bah, commence tôt, ça finit c'est tard? comme le diplôme, il y en a pas. Voilà, ça dépend, mais ça commence tôt, ça finit tard, oui. Après, ça dépend comment on s'organise. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais vraiment des horaires à rallonge. Alors moi, j'ai de la chance, j'habite pas trop loin, donc c'était le transport était pas un sujet. Mais oui, bah, parce que j'arrivais tôt, parce que je voulais, c'était peut-être aussi plus compliqué, j'avais pas encore l'habitude. Au fur et à mesure, là, maintenant, ça fait 6 ans, j'ai un peu fait enfin, je vois comment ça fonctionne. Oui, il faut arriver tôt, il faut arriver partir tard, mais on n'est pas forcément toujours celui qui parle plus tard. D'accord. Il faut s'organiser, quoi, si à un moment, on a fait tout ce qu'il fallait faire, que c'est la fin de la semaine, qu'on n'ait pas de garde, qu'on a vu tous ses patients et cetera, il y a un moment, il faut aussi rentrer chez soi, quoi. Il y a autre chose, que l'hôpital, hein, donc OK. mais oui, c'est sûr que c'est des horaires un peu rallonge parce qu'il faut en plus du travail dont on a dit, soignant, bah, endosser les charges administratives, en plus, donc ça, c'est du travail en plus, ouais. Tu remets ta casquette de chef de service et là Oui, voilà, même si je la quitte jamais trop, c'est vrai. mais l'idée, c'est d'essayer quand même d'avoir une vie à côté, quoi, parce que sinon, Pour les patients, le chirurgien est souvent vu comme leur médecin principal. Alors je me demande dans quelle mesure les patients du service sont-ils vos patients? Est-ce que ce lien existe vraiment? C'est mon patient, c'est mon chirurgien ou est-ce plus une idée qu'on se fait de l'extérieur? En fait, dans quelle mesure les patients du service sont-ils tous vos patients? alors, c'est une très bonne question. Si on Ça dépend de quel côté on se place, en fait. Si on se place du côté du patient qui vient voir un chirurgien en consultation et qui lui dit: «Bah, je vais vous opérer», je pose l'indication opératoire. À partir du moment où le type a dit: «Il faut vous opérer de ça, comme ça et on va le faire tel jour», on comprend que le patient puisse se dire: «Bah, lui, c'est mon chirurgien». Voilà, puis surtout si c'est lui qui l'opère, enfin voilà. Après, c'est vrai que quand on est dans un hôpital avec une équipe, hem et bah, il faut être capable aussi de déléguer une partie de la gestion à ses collègues. Parce que si un jour on n'est pas là, le patient est là ou on n'est pas de garde le week-end et le patient il est là le samedi, le dimanche, moi je fais totalement confiance à mes collègues, qui sont là le week-end pour gérer mes patients. En clinique privée, par exemple, effectivement, le chirurgien,
du patient, c'est son chirurgien. C'est à lui qui réfère et ses collègues, normalement, sauf s'ils sont organisés comme ça, n'ont pas trop s'en occuper. Mais juste ôte-moi d'un doute, en clinique privée, il n'y a pas de chef de service. Non, il n'y a pas de chef de Ouais. service. Non, il n'y a pas de chef de Il n'y a service. pas de service. Bah oui, non, il n'y a pas forcément de service. Ouais. Ça dépend, il y a des trucs en médecine peut-être, mais en chirurgie pas trop. Et donc chacun travaille un peu pour soi. Donc là, effectivement, il y a une relation entre le patient et son chirurgien qui est assez bien définie. Maintenant, quand on est à l'hôpital et qu'on travaille en équipe, et souvent c'est ce que j'ai un de mes collègues qui dit ça souvent aux patients, il dit voilà, moi je suis dans l'équipe en qui j'ai totalement confiance, il y a des plus jeunes, des gens en formation, et il leur dit d'emblée, hein, ce sera peut-être pas moi qui vais vous opérer parce que je serai sur plusieurs salles, mais c'est des gens en qui j'ai pleinement confiance, et pareil pour la gestion. Alors, bien sûr, il va aller les voir tout le temps, et moi aussi, les patients, mais le week-end, moi je fais confiance à mes collègues pour gérer ça, et en fait, si on le dit aux patients au départ, ils le comprennent. Si et même ça les rassure de voir qu'on n'est pas seul. Je trouve que ça rassure les gens de leur dire: «Voilà, je vais discuter de votre dossier en staff avec plusieurs gens et plusieurs chirurgiens, avec plusieurs personnes pour avoir l'avis de tout le monde», et puis, si on leur explique: «Voilà, bah, oui, ici vous serez géré par une équipe», souvent, finalement les gens ça les rassure quand même. Ils se disent: «Bah, c'est bien quoi, il y a plusieurs personnes au cas où il y en a un qui est pas là ou au cas où, il y en a qui a moins d'idées, il y en a d'autres pour aider», et cetera, et cetera. Et est-ce qu'en tant que chef de service, tu endosses la responsabilité de tous les patients du service? Alors normalement, j'endosse une certaine responsabilité juridique par rapport à la délégation de tâches, notamment aux internes, aux assistants. Il y a des fautes qui sont détachables du service. Il y a des gens, si par exemple demain, il y a quelqu'un qui arrive et qui, je sais pas, décide de poignarder tous les patients, enfin j'en sais rien, c'est un exemple horrible, mais c'est un exemple quand même, ce sera sa responsabilité, et il y a des fautes détachables de tout ça, mais après normalement, dès qu'il y a un problème juridique dans le service, je suis mis au courant parce que, si c'est un problème lié au fonctionnement du service, c'est ma responsabilité. D'accord. Donc effectivement, j'endosse une responsabilité à ce titre-là, de chef de service. OK. En plus de ma responsabilité auprès des patients, de mes patients par exemple. Mais je trouvais la Oui, la concret. question intéressante parce que c'est vrai qu'un chirurgien qui n'est pas chef de service, il a la pression de son intervention et que son patient est bien, mais toi, tu as la pression que tout se passe bien, en fait. Oui, après je suis pas responsable des complications de tous les patients du service parce que, forcément, quand qui dit chirurgie dit complications, et ça peut arriver. Mais c'est sûr que s'il y a des complications parce que, on n'a pas fait des protocoles de soins, qu'on n'a pas respecté les choses, que, là, moi je peux être impacté bien sûr, ouais. Et oui, et puis potentiellement aussi l'établissement. Donc mais c'est un travail d'équipe, hein, les établissements généralement ils sont assez bien faits pour justement, aider, au bon fonctionnement, et qu'à la fin tout fonctionne correctement, et que le chef de service soit pas le seul à tout porter, quoi. Y a-t-il un moment ou une intervention qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière de chef de service? Dans ma carrière de chef de Ouais. service, non, Pas spécialement. pas quand j'étais chef de service. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était, quand j'étais, chef de clinique, donc enfin j'étais déjà chirurgien, senior dans une équipe, et qu'il y a eu les attentats de Paris en 2015, Ouais. où là j'ai été, amené à travailler sur chacun des attentats. Il y avait eu, dans la chronologie, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, et puis notamment le 13 novembre, où là je suis allé opérer, et effectivement j'ai passé la nuit au bloc. Ça t'a marqué? Et ça m'a marqué, mais en tant que comme tout être humain, ça a pu marquer, chef de service ou pas, Oui, oui. infirmier, enfin tout le monde a été très marqué par cette époque, et puis tous les gens qui nous écoutent aussi probablement là. Et ça c'est un moment, ouais, dont je me rappellerai toute ma vie dans ma carrière de chirurgien. Beaucoup de gens imaginent le bloc comme un lieu un peu intimidant. Comment toi tu décrirais l'ambiance réelle du bloc? Un peu plus personnellement, comment tu te sens dans un bloc opératoire? Est-ce que tu es un peu comme, à la maison? Ouais, et c'est en fait, c'est ça, hein, c'est terrible. Enfin, c'est terrible, non, mais c'est bien. Le bloc, c'est vraiment pour moi l'endroit de la sécurité, où je me sens à l'aise. Parce que aussi j'y ai passé beaucoup de temps, donc c'est peut-être une deuxième maison. Alors les gens, ils vont pouvoir se dire: «Oh, tiens, mais c'est quand même bizarre, il y a une deuxième maison qui est son travail». Bah, ouais, mais bon, c'est le cas, hein, parce qu'en fait, le bloc, faut l'apprivoiser. Et au début, quand j'étais, jeune chirurgien, bah, c'était parfois stressant d'aller au bloc parce qu'on faisait des trucs un peu, difficiles, et que quand on est plus jeune, on a peur de mal faire, et donc il faut dompter l'environnement, et en fait, à partir du moment où on commence à se sentir à l'aise dans un endroit, les choses petit à petit se débloquent et c'est plus facile, et c'est vrai que le bloc opératoire pour moi, c'est un endroit que je maîtrise entre guillemets «parfaitement» parce que je vois parfaitement l'ambiance, je suis habitué,
mes seconds habits de pyjama de bloc. Enfin, c'est un truc qui me rassure. Je suis dans ma zone de confiance. Donc, c'est en tout cas l'ambiance, moi, elle me rassure parce que aussi, parce qu'il y a que des gens qui ont le même but, c'est des professionnels qui veulent bien faire leur travail. Et sinon, moi, je trouve que c'est un endroit rassurant. Mais c'est sûr que quand on y vient comme patient pour la première fois ou quand on débute ses études d'IBOD ou même d'étudiant infirmier qui vient faire un stage, qui vient regarder ou d'interne, C'est impressionnant. c'est impressionnant, ouais. Impressionnant, ouais. C'est impressionnant, mais en fait, c'est une machine qui est parfaitement huilée et qui peut paraître impersonnelle, mais en fait, ça l'est pas. Il suffit d'aller au contact des gens et les gens, ils sont toujours de bonne volonté pour apprendre, pour aider, quoi. Mais ouais, non, moi, je m'y sens à l'aise, en fait. Et honnêtement, les moments où je me sens le mieux, probablement, quand j'en ai un peu marre du travail administratif, qu'il y a des soucis en rapport avec la chefferie de service, etc., Tu reprends le chemin du bloc. c'est d'être au bloc parce que oui, c'est vraiment ça le point de départ de ma vocation, quoi. D'accord. Et là, je me dis, mais voilà, là, j'opère voilà, c'est moi qui décide, quoi. Moi, je fais ce que je veux. Je suis pas en train de me dire, ah, il faut que je réponde à l'administration ou autre, même si l'administration ne m'embête pas spécialement, mais là, voilà, le temps s'arrête. Petite question bonus, est-ce que tu te prépares avant une intervention? Est-ce qu'il y a une préparation quelconque, un petit rituel, un petit Non, je voulais pas justement parce que je me suis dit, au départ, j'y avais pensé, puis après, je me suis dit, mais si j'ai des rituels et qu'un jour je peux pas le faire, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas, quoi? Donc, non, non, justement, alors, ce qui est sûr, c'est que j'évite de me coucher tard, ça c'est une évidence, hein. Pas de sortie, la veille, ça reste quand même un peu un truc physique, donc il faut être en forme. Donc, on se couche pas à 4 heures du mat, on picole pas la veille, parce que c'est sûr qu'on est moins bien, il faut pas. Donc, il y a quand même une petite implication physique, il faut être bien reposé, mais en soi, j'ai pas de rituel, non. J'ai pas de rituel. Après, si ce n'est mon rituel le matin d'arriver, de me prendre un café dans mon bureau et d'attendre que le bloc soit prêt, quoi. Mais, non, non, après, j'y vais un peu comme ça, en mode détente. C'est comme ça que ça marche le mieux. Comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso? Donc tu l'as dit, je suppose que ça aide beaucoup, que tu habites à côté, ça te permet du peu de temps que tu peux passer avec, ta famille, de réduire ce temps de transport, c'est aidant. Est-ce que tu fais des choses, à côté pour te sortir le boulot de la tête? Voilà, comment tu arrives à concilier les 2? En fait, je pense que déjà, je pense que c'est assez la réponse, elle va changer d'une personne à l'autre. Je pense qu'il y a pas de Alors miracle je te pose aussi et un peu cette question parce ouais, que je sais que alors je sais pas si tu fais de la boxe ou si tu as fait de la boxe, je continue de m'entraîner, mais j'en ai fait et je continue de m'entraîner, ouais. donc ça, c'est quelque chose qui t'aide dans Ouais. Alors en fait, qui t'aide à pour évacuer? répondre à toute ta question, Ouais. déjà, bon, effectivement, j'habite pas loin, mais il y a pas que ça. Ma femme est chirurgien aussi, donc, ça prend du temps. On a 2 enfants qui ont 13 et 9 ans actuellement et bon, qui nous ont toujours connus faire de la chirurgie, heu et on essaie de passer le maximum de temps avec eux à côté et c'est vrai que on s'est peut-être un peu limité en tout cas, sur les activités extérieures, type les week-ends, on partait sans eux pour optimiser le temps qu'on n'avait pas avec eux la journée. Après, c'est pas non faut pas non plus voir ça comme, un sacerdoce, hein, c'est fini l'époque des mecs qui repartaient à 23 heures le soir, c'est plus la norme, quoi. Je pense que, si on part à 23 heures, c'est qu'on est mal organisé, quoi. Il y a un moment, il faut aussi, être conscient que la vie de famille, c'est important et que ça doit passer, en numéro un et que des fois, je suis pas venu parce que j'avais un enfant malade et je l'ai gardé et c'est comme ça, hein, donc, Ça, tu penses que c'est une tendance, neuve parce que c'est une nouvelle génération ouais, je pense, ou oui, 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 ça a évolué, mais ça a évolué dans le bon sens, c'est une bonne chose. oui, bien sûr, bien C'est sûr. bien, c'est bien que, là, je discutais tout à l'heure avec un de mes collègues au bloc qui vient d'être papa, qui va prendre son congé paternité et c'est vrai que moi, pour ma fille, qui a 13 ans, je l'avais pas pris parce que c'était pas on nous faisait comprendre que c'était pas envisageable et c'est une excellente chose et moi, je trouve ça très bien qu'il le prenne, il a bien raison. Donc, non, moi, ce qui m'intéressait, c'était passer du temps avec ma famille. Enfin, ce qui me fait du bien, c'est de passer du temps avec mon épouse, mes enfants. Après le sport, ouais, c'est bien. C'est un bon truc, un bon exutoire, qui permet aussi de se sentir bien et je pense que ça, c'est une bonne chose, quand on est un peu stressé. Alors le sport, oui, mais la boxe quand on est chirurgien, Alors on honnêtement, je on me suis jamais fait mal aux mains. Si c'est ça la question. Alors j'ai pas d'assurance pour mes mains et je me suis jamais fait mal aux mains
après parfois un peu le visage, mais je mettais un casque. Donc, faut faire un sport qui plaît, quoi. Oui, Voilà. bien sûr. Mais, Mais c'est vrai que de l'extérieur, on se dit: «Waouh, le gars, il utilise ses mains pour bosser quand même». ouais, mais en fait, je fais pas de la boxe à un niveau professionnel, donc on peut mettre des gants un peu plus gros pour bien se protéger les mains, hein. Je faisais attention à ça, mais après voilà, non, non, c'est un sport hyper agréable à pratiquer, ça défoule bien. Et puis surtout quand on le fait, on pense à rien d'autre. Ça, c'est pas mal. Mais, sinon voilà, de façon générale, je pense que, il faut se fixer des limites aussi. Il faut dire, heu et avec son partenaire ou sa partenaire, se dire, qu'est-ce qui est important? Il faut être bien organisé, et se dire: «Voilà, moi je d'abord la famille en premier, voilà». Faut faire attention à pas être happé dans le truc, quoi. Mmh, mmh mh. Mais et On peut surtout on peut l'être. ouais, on peut l'être, je pense qu'on peut l'être. Mais surtout ce que moi mes 2 enfants, ils savent ce qu'on fait comme boulot, mais ils voient qu'on est heureux. Avec ma femme, ça nous fait plaisir d'aller travailler. On est content. Enfin, je dis pas qu'on va tous les jours en courant au boulot en disant: «C'est génial, je pars de chez moi, c'est trop bien». Mais on est content de faire ce travail et en fait, quand les gosses voient aussi qu'on leur transmet ça, qu'on est heureux de faire ce qu'on fait, que ça nous passionne et tout, bah, ils sont aussi contents. Les enfants, c'est des vraies, éponges à sentiments, je trouve et aussi quand on leur transmet un signal positif, bah, ça se passe bien, voilà et puis quand on leur explique et puis, C'est vrai. donc je pense que c'est important aussi pour l'équilibre de la famille, ça. Petit point techno, parce que, tu es quand même chirurgien vasculaire et la technologie, en chirurgie vasculaire, elle est quand même, assez centrale. Ouais. Quels progrès techno récents ont eu plus grand impact sur ta pratique? Est-ce que tu es capable de cibler quelque chose ou? Bah, en fait, c'est toute l'évolution de la chirurgie en général, c'est-à-dire c'est la miniaturisation des choses comme la célioscopie. Alors moi, je fais pas de célioscopie, mais par exemple pour la chirurgie digestive, c'est la célioscopie. Bah, nous, c'est, les procédures moins invasives comme les stents, les endoprothèses, tout ce qui permet de faire des interventions, de façon peu invasive, sans forcément endormir les gens, et c'est ça, ça a été je dirais il y a pas un truc en particulier, parce que chaque jour, il y en a qui sortent, mais en fait, on se rend compte que ça sert à rien, donc on vient en arrière. Mais c'est plutôt une évolution globale vers la miniaturisation, le moins invasif et puis, en fait, l'ambulatoire, quoi. Le fait de pouvoir, du coup, Ouais. de pas garder les patients à l'hôpital, mais qui rentrent chez eux et ça, quand même, c'est un truc, C'est marrant parce que c'est pas vraiment de la technologie, c'est un ambulatoire. bah, non, non, mais l'ambulatoire, c'est le fruit de la technologie de l'organisation et il faut de la technologie pour pouvoir faire l'ambulatoire Ouais. aussi parce qu'avant, on ouvrait, en grand, machin, il fallait endormir les gens, du coup, on pouvait pas forcément les faire sortir le jour même et avec cette technologie-là et ben, on peut faire en sorte qu'ils sortent le jour même donc Donc là, tu parles de l'endovasculaire, c'est quelque chose ouais, qu'on utilise de avec, l'endovasculaire. avec la radio. Ouais. Au début de ta pratique, c'était quelque chose qui était aussi présent Non, qu'aujourd'hui moins, ou? moins. Ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait qu'augmenter, Donc par rapport peut-être, à ça. tu penses qu'un jour, on n'ouvrira plus les patients? Bah, En tout cas, en honnêtement, chirurgie vasculaire? après, moi, si je me place du côté du patient, si on me proposait, de faire une opération sans m'ouvrir, je préférerais l'opération sans ouvrir, hein, franchement. Après, il faut aussi réfléchir aux suites et comment ça marche sur le long terme. Mais je pense que c'est un progrès, ouais, et puis non, mais je pense que la question, peut-être dans le futur de la chirurgie, c'est est-ce qu'il faudra encore opérer les gens? Est-ce qu'on va pas réussir à prévenir l'arrivée de certaines choses? Ouais. Il y a probablement des spécialités qui vont peut-être disparaître, hein. Mais bon, je sais pas lesquels et puis je serais bien mal placé pour le dire. Mais, je pense que, ouais, le mini-invasif, c'est quand même, le gros tournant de Est-ce que tu attends en quelque chirurgie. chose avec impatience, une techno, avec Bah, il y a toutes les technos, ça va être très, mainstream ce que je vais dire, hein, comme disent les jeunes, mais c'est l'intelligence ouais, artificielle, les apports que comment ça va nous augmenter. Je pense pas que ça va nous remplacer en chirurgie. Il y a peut-être des spécialités où ça va remplacer, les humains, complètement, hein, et où c'est plus performant que l'humain. Mais moi, je vois plutôt ça comme un truc qui va nous augmenter, nous donner des outils pour mieux gérer. Donc, il y a des logiciels, il y a plein de trucs, qui sont en cours de développement, quoi. on va essayer de se faire un petit point, politico-économique, Ouais, assez basique. On a vu on sait que la médecine, c'est pas qu'une pratique technique, elle est aussi inscrite dans des décisions politiques et économiques qui influencent directement le quotidien des soignants et des patients.
Tu m'as récemment appris que tu avais passé un master. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me rappeler l'intitulé exact du master? Master en gestion et politique de santé à Sciences Po, OK. Paris. Voilà. Donc ça t'a beaucoup apporté de ce que tu m'as dit? Tu as trouvé les intervenants, géniaux? Ouais, bah, ouais, ça m'a apporté une vision, encore plus, holistique, comme on dit là-bas, façon assez générale, une vision, encore plus haute. Enfin, je trouve que j'ai pris de la hauteur de vue sur les problèmes de santé parce que ça m'a appris plein de choses, comment ça fonctionnait et ça m'a permis de rencontrer, plein d'acteurs différents, de gens avec qui je parlais pas forcément d'habitude et de comprendre leurs problématiques et en fait, déjà ce qui est formidable, je trouve, c'est que ce qui fait que ça parfois c'est compliqué dans le milieu de la santé, c'est que tous les acteurs, ils parlent pas le même langage. L'administratif, il va parler, administration, budget et puis le soignant, il va dire: «Oui, mais moi je soigne des gens», et puis voilà et en fait, tout le monde ne parle pas la même langue et souvent aussi, c'est pour ça que ça peut y avoir des relations compliquées. Mais quand on comprend ce que font les autres, et ben, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Donc c'était un des intérêts de ce truc et puis aussi comprendre les contraintes, inhérentes à, la construction d'un budget, au problème de la prévention, enfin tous ces trucs-là, quoi. Il y a plein de problématiques, C'est intéressant ce que tu disais, les administratifs n'ont pas forcément la vue des soignants et vice versa. Par le passé, les établissements de santé, ils étaient dirigés par des soignants. Ouais, les Petit à petit, privés, tu es en train de bah, oui, parce qu'en fait, oui, alors c'est pour les cliniques privées, oui, et puis c'est devenu, les hôpitaux, ça c'était plutôt quand même de l'administration au départ, mais les cliniques privées, c'était géré par des médecins. Mais au final, nous, les médecins, on a déjà du travail. On n'est pas forcément des bons gestionnaires. Il y a des diplômes pour le coup, de ça. On peut pas être, passer tous les diplômes, docteur, chirurgien, ouais, heu responsable administratif de je sais pas quoi. Enfin, on peut pas tout donc faire. non, on peut pas tout faire. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des gens dont c'est le métier, mais le secret, c'est de communiquer. Enfin le secret, le truc, en tout cas, le point important, c'est de communiquer avec eux pour qu'ils comprennent ce qu'on veut, que nous, on comprenne aussi leurs contraintes parce qu'ils en ont, heu et que pour essayer de faire au mieux. Voilà, faut pas être dans l'opposition permanente, ça sert à rien, quoi. Est-ce qu'en tant que chef de service, on peut dire que tu as la pression du chiffre? Bah, je participe à l'élaboration du budget, donc après oui, je donne des chiffres, sur lesquels je m'engage un peu. Maintenant, je vais pas, ça a pas d'impact sur ma pratique médicale. Ça déjà, je pense Là, c'est il faut important. le dire. Ouais. Je vais pas plus opérer de patients parce que pour faire le chiffre. C'est pas le cas. Parce que de toute façon, je suis pas payé à l'activité, et puis on va pas, mettre des gens au bloc opératoire pour rien, pour faire du chiffre, ça existe pas ça. Donc juste petite parenthèse, tu es pas payé à l'activité, contrairement à un établissement privé où Moi, je tu suis proposes salarié ouais, et effectivement, dans les cliniques privées, les gens, ils sont payés à leur activité. Donc, s'ils travaillent, ils gagnent des sous, s'ils travaillent pas, ils gagnent pas de sous. Mais de l'autre côté, s'ils travaillent pas, ils sont pas là. Donc, c'est aussi une façon, vertueuse de voir les choses, hein. Alors ça peut induire, ce qu'on appelle de l'inflation, enfin, ça avoir une pratique inflationniste, mais très honnêtement, en médecine, c'est pas beaucoup, notamment en chirurgie, il y a pas beaucoup de gens qui mettent des chirurgiens qui opèrent des gens pour rien, quoi. C'est franchement, enfin, j'en connais pas, moi. Je dis: «Il y en a pas beaucoup», je pense qu'il y en a pas, mais voilà, bref, ouais. je préfère quand même, le dire. Mais, est-ce que j'ai la pression du chiffre? Non, mais après, c'est important, je pense quand même d'avoir une notion des chiffres. C'est-à-dire que, on a des ressources on a des en fait, on a un système qui est un système, nationalisé enfin, qui en tout cas, qui marche sur la solidarité nationale. Donc l'argent qu'on dépense, qu'on utilise, il vient de tout le monde est solidaire, quoi. Donc je pense que c'est de l'argent qui doit être malgré tout bien géré et il faut avoir si on doit avoir une pression du chiffre, c'est pour avoir une pression pour bien gérer l'argent public. D'accord. Parce que quasiment enfin une grande partie des recettes des hôpitaux ou même de tous les médecins, ça vient de l'argent prélevé dans les cotisations sociales. Donc c'est de l'argent qu'on doit traiter avec, précaution, je trouve. Donc ouais, il faut se mettre un peu de pression du chiffre, mais juste pour bien faire les choses, quoi. Mais il faut que ça coordonne avec les bonnes pratiques, Ouais, bien sûr. Je comprends, OK. médicales. Du coup, tu as un peu répondu à cette question. Est-ce qu'il y a parfois des dilemmes entre optimisation des coûts et qualité des soins? Tu avais l'air de dire que non, ça n'entachait pas le Moi, j'ai jamais vu en tout cas d'adaptation des coûts qui impactait la qualité des soins. On a quand même un système qui est bien fait avec des je pense que ça parle aux gens qui nous écoutent, mais par exemple, la certification. La certification qui vient vérifier la qualité de ce qu'on fait tous les 4 ans. Ça, c'est un organe indépendant. La Haute Autorité de Santé, c'est quelque chose qui n'est pas, dépendant de l'État
et qui va assurer cette certification de façon totalement indépendante et on va dire clairvoyante. Enfin, donc Et qui peut arrêter de fois donner un établissement si la qualité n'est pas au rendez-vous. exactement. Donc globalement, on est évalué de façon indépendante. Donc ça pousse aussi à voilà, il y a pas à se dire que c'est l'État entre guillemets ou le ministère de la santé qui va baisser les dotations pour qu'on fasse moins cher et qu'en économiser de l'argent, on fera moins bien, mais derrière ils vont se faire retoquer par la HAS, ça marche pas quoi. Donc, non, je pense que c'est juste parfois on peut optimiser. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas vu de baisse de moyens qui ont impacté la qualité, Ok, très bien. enfin dans mon expérience personnelle, hein. Après on peut se poser la question sur, quand il y a pas de personnel, qu'il y a pas de moyens, est-ce qu'on continue de maintenir une activité? Est-ce qu'on continue de, faire tourner un service qui tourne pas? Voilà. Ça, je suis d'accord, c'est là la question peut se poser. Mais, c'est surtout sur par rapport à la sécurité des soins, quoi, Ouais, plutôt que financièrement. ok, très bien, c'est clair. Est-ce que tu penses que tout le monde en France a accès à des soins chirurgicaux de qualité ou est-ce que tu as pu observer ou tu serais au courant de disparités régionales ou sociales? Non, clairement, je pense qu'on a un système qui est vraiment bien fichu et que tout le monde en France a accès à des soins de qualité dans toutes les disciplines. Après, c'est sûr qu'il y a des endroits où il y a moins de densité de médecins, il y a des déserts médicaux sur certaines spécialités, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui aient accès à une mauvaise qualité de soins. Après, en fait, si on devait parler de la médecine à 2 vitesses, moi, je trouve que la médecine à 2 vitesses, c'est pas, la médecine des riches, des pauvres, qui ont accès aux soins. En fait, c'est ce qui fait de la médecine à 2 vitesses, c'est la connaissance, c'est avoir du réseau. À partir du moment où on sait, qui il faut aller voir, quand on a un problème de santé et qu'on nous conseille forcément la super personne, bah, c'est là qu'il y a un avantage, à connaître des gens et c'est là qu'il peut y avoir des inégalités. Parce qu'il y a des gens qui ont accès à des réseaux ou qui connaissent ou qui comprennent ou D'accord. qui voilà. Mais en soi, même si on n'a pas accès à ça, on va être soigné équitablement, en termes de qualité, ouais. Ça, c'est clair. Donc c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui va nous permettre d'être mieux soignés, c'est le fait de connaître des gens, mais je trouve que l'État, il fait quand même les ARS notamment, il faut quand même bien attention à ce que la permanence des soins soit assurée sur tous les territoires Sur l'ensemble du territoire. et je pense qu'honnêtement, on est un pays qui est plutôt bien loti, ouais. Oui, c'est ça, c'était ma prochaine question d'ailleurs. Comment tu perçois la France par rapport à l'international? Est-ce que tu penses qu'on est plutôt en avance, plutôt en retard par rapport à d'autres pays? Heu, Je pense que s'il y avait un système idéal, on aurait tous le même. Donc déjà, il y en a des différents. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est parfait. Après, je trouve qu'il y a des choses qui sont bien dans d'autres pays, et qui sont intéressantes. Maintenant, c'est aussi des questions d'idées politiques, de est-ce qu'il faut que l'État gère tout? Est-ce qu'il faut déléguer aux régions? Enfin, c'est ce genre de considérations-là. Mais moi, j'aimais bien, par exemple, l'Angleterre où c'est un système nationalisé, où en gros, il y a tout est public, tout le monde a accès à tout, mais en fait, il y a des listes d'attente pas possibles et les gens, attendent tellement longtemps pour se faire mettre une prothèse de hanche ou ils s'arrachent eux-mêmes leurs dents parce qu'ils n'ont pas accès au dentiste que, bah, il y a des inconvénients aussi, quoi. Tu vois? Donc il y a pas de je pense qu'il y a pas de système parfait. C'est sûr que les États-Unis, ça fait un peu peur, quand on voit l'espérance de vie qui décroît, et la quantité d'argent que chaque Américain a à mettre pour être soigné. Alors qu'en France, on est un des pays qui a un des restes à charge les plus faibles par rapport aux pays mondiaux, donc c'est vachement bien. Non, honnêtement, on je trouve a qu'on est bien. ouais, Enfin, on est bien, on est bien là-dessus. Après, faut que ça reste comme ça, quoi. Un peu plus léger, un peu de légèreté. Est-ce que tu Ah, as une petite anecdote amusante ou insolite, que tu peux nous partager, que tu as vécu au bloc opératoire? Heu, j'ai rencontré ma femme au bloc opératoire. Ah, déjà, une expérience, voilà. C'est ça a quand même, changé ma vie. donc ta femme qui est chirurgien aussi? Ouais, 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 tout à fait. Vous étiez dans le même bloc? On était dans le même bloc et à l'époque, j'avais commencé mon internat et j'ai pas fait la chirurgie tout de suite, j'ai fait de l'anesthésie. J'ai fait 2 semestres d'anesthésie pour essayer parce qu'à l'époque, on pouvait changer donc Est-ce que c'est pas un comble un peu pour un chirurgien? ah bah si, 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 mais ça m'a appris plein de trucs, j'ai appris plein de choses. En vrai, j'ai appris plein de choses et c'était pas fait pour moi, mais je garde encore des souvenirs, de ça
Et c'est important, important de le reconnaître parce que vraiment j'ai appris plein de trucs. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Voilà, moi j'étais interne d'anesthésie, j'étais interne de chirurgie. Dans la même salle, du coup, Et voilà, dans la même salle. Et puis on dormait ses patients. exactement, exactement. Excellent. Et puis voilà. Mais non, après des anecdotes, il y en a plein, mais elles sont pas toutes racontables. Ouais. Des trucs blocs, on se dit bon. Avec que de celle-ci et celle-ci. Mais celle-ci, ouais, Excellent. c'est. Est-ce que tu as des clichés ou des idées reçues sur la chirurgie que tu aimerais corriger? Par exemple, je sais pas, que la chirurgie est très risquée, que les chirurgiens sont des êtres froids et distants, que la chirurgie est une solution facile et rapide? Non, honnêtement, je trouve. Moi, en fait, il faudrait poser la question à quelqu'un qui n'est pas chirurgien parce que moi, je trouve pas qu'il y a de clichés majeurs. Un des clichés que, mais heureusement, c'est en train de disparaître, c'est que c'est un métier d'homme. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Et puis, d'ailleurs, les promos de médecine, c'est. Enfin, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est au moins 3/4 de. C'est en train de changer, ouais. Ouais, j'avais sorti des chiffres sur un épisode précédent et ouais. Même plus. Enfin, donc, Ouais, la tendance est en train de s'inverser. donc clairement, c'est pas un métier d'homme. Non, enfin, des a priori, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des écarts, il y a eu des problèmes de comportement, et notamment de problèmes de violence sur les femmes par des hommes. C'est un milieu parfois un peu compliqué, un peu machiste. Et justement, le fait qu'il y ait plus de femmes, c'est très bien parce que ça fait disparaître ce genre de comportement déviant. Maintenant, c'est un métier, autant de femmes que d'hommes. Il n'y a pas de question de ce côté-là. OK, Voilà, très bien. ça c'est le. Ouais, c'est une bonne chose, ouais. Je pense que Parce que c'est peut-être encore un peu dans la tête des gens que ouais, ouais. ouais. Après non, facile, non, c'est pas une solution facile. C'est pas toujours évident de mettre un patient en bloc. On prend des risques. On se dit bah voilà, je l'ai mis en Exact. bloc opératoire. Faut, surtout des fois quand on fait des opérations entre guillemets préventives. Par exemple, quand on opère une carotide chez un patient qui a pas fait d'AVC et qu'on lui dit bah c'est pour vous éviter un AVC, petite pression de se dire voilà, le patient il arrive, globalement d'apparence il va bien, il a rien et je vais lui faire subir une opération pour éviter une complication. Est-ce qu'elle arrivera cette complication si je fais rien? J'en sais rien. Est-ce qu'elle arrivera si je fais? Donc il y a peut-être cette pression-là, donc c'est pas facile, non. C'est pas facile de mettre quelqu'un, c'est pas une Au bloc. solution de facile. Ouais, c'est ça. Faut bien réfléchir. Ouais. Et oui, non, faut pas un truc qu'il faut sortir de sa tête, c'est que les chirurgiens réfléchissent pas, ils sont que des manuels. Et la chirurgie, c'est beaucoup dans la tête aussi, c'est beaucoup de réflexion. Ouais. Avant que de la enfin, De avant la de la C'est pas que de la technique, quoi. c'est pas que de la technique. Ah non, c'est éminemment, Et ça, bravo. je l'ai encore vu il y a pas très longtemps, mais c'est vrai qu'une intervention de chirurgie, quand on débute la chirurgie, ça vide. On sort de la chirurgie, on a été focus fois 100 pendant tout le temps de la chirurgie. Du coup, la chirurgie se termine, on est vidé. Ah ouais. Vous êtes vidé, en fait. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est pour ça que c'est un effort, donc c'est pour ça qu'il faut se coucher tôt, faut arriver en forme. Et ouais, c'est l'idée parce que c'est un truc où on est totalement focus pendant un moment, surtout si c'est stressant sur quelque chose un point précis. Et puis les coups de stress, c'est un effort physique, hein. Un coup de stress, enfin, on consomme de l'énergie et on sort de là, des fois, ouais. Si ça a duré longtemps, qu'on est debout pendant X temps avec parfois un tablier de plomb et puis qu'on est stressé, ça consomme de l'énergie, ouais. On ressort de là bien. Souvent, effectivement, les soirs où je dors bien, c'est les soirs de bloc. Où là, franchement, je vais me coucher tôt, je viens un peu et bim boum, je tombe direct, quoi. OK, super, merci. Avant de conclure le podcast, on va se faire, j'ai noté 11 questions. On essaie de répondre assez rapidement sans trop réfléchir. Le but, c'est pas d'argumenter. C'est parti si tu es prêt. Allez, j'appuie. Il y a pas de buzzer, j'appuie pas sur. Peut-on être un bon chef de service et un mauvais chirurgien? Ah oui. Si tu étais pas chirurgien, tu serais quoi? Moi, j'aurais bien aimé, genre, travailler pour genre le bureau des légendes, un truc comme ça, tu vois? Agent secret. Ou peut-être pas agent secret parce que je pense pas que j'aurais les compétences, mais j'aime bien, des trucs qui servent à la société, qui sont pas forcément visibles. Et les chirurgiens d'ailleurs, c'est un truc qui sert, mais qui est pas forcément, mais j'aime bien l'idée de me dire de s'occuper de l'intérêt commun. Et ça, je trouve ça OK. un truc qui sert à la société, voilà. Mais et puis ça me plaisait bien, la sécurité, les machins, enfin le L'univers. non, mais la DGSEI, Ouais. comme ça, enfin, où
On prévient les choses, on évite que ça arrive, les gens vivent bien, heureux, et puis toi, ça doit être fatigué. T'as œuvré dans l'ombre. Rien n'est au courant de rien, bien passé. Ok. Ça va être intéressant. Est-ce que le café est un élément vital dans la vie d'un chef de service? Bah, s'il aime ça, ouais. Mais moi, j'aime bien, mais bon, j'essaie de me restreindre pour éviter de mal dormir. T'en as parlé comme d'un petit rituel quand même tout à l'heure. Ouais, parce que c'est sympa. Non, mais c'est un rituel, ça pourrait être arriver et manger un petit gâteau dans mon bureau. Après, j'ai une cafetière. Mais en soi, le café, ouais, j'en bois beaucoup, mais en fait, je sais même pas si j'aime ça. J'aime bien, mais c'est devenu une telle habitude que je me pose même plus la question. Est-ce que ça roule en Porsche, un chef de service? Ah non, pas du tout. Moi, je vais à pied. C'est ça. Là, j'ai des New Balance, là. Et donc, je vais rentrer avec mes New Balance. Non, ça roule pas en Porsche, non, du tout. En plus, j'aime pas les voitures, je m'en fous. Est-ce qu'un chef de service en chirurgie est enfin accompli quand un instrument chirurgical porte son nom? Alors, les chefs de service d'avant, oui. Moi, je préfère que. Mais les chefs de service d'avant, l'instrument portait leur nom, mais leurs enfants, les vous voyez, ils connaissaient pas leur prénom. Non, d'avoir un instrument à un moment, j'en ai rien à faire. Est-ce que sans le tabac, l'alcool et le McDo, tu serais à la rue? Le tabac, je fume pas. Non, mais je veux dire par là, est-ce que tu aurais autant de patients à opérer? Bon, ouais, pour les faces, ouais, d'accord. Ouais, j'allais dire, j'étais en train de. C'est mal posé comme question. Non, mais si. Bah non, mais parce que les gens vieillissent, le fait de vieillir, déjà, ça abîme les artères. Ouais. Mais c'est vrai que le tabac, le fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie, puis tout ce qui abîme les artères, le diabète, tout ça, qui est en lien parfois avec l'alimentation, Ouais. ça fait beaucoup de patients, ouais. Mais bon, peut-être qu'un jour, ils fumeront plus, mais il y aura d'autres choses qui vont remplacer ça. Ouais, dans tous les cas, la vieillesse, La vieillesse, ouais, après, Avec, c'est sûr que le tabac, c'est un bon fournisseur de patients, ouais. Ouais. OK. Mais j'ai pas d'intérêt dans l'industrie du tabac. Non, bien sûr. Je tiens à le préciser à l'antenne. Est-ce que ça t'est arrivé d'utiliser un objet improbable pour résoudre un problème au bloc? Non, non, et d'ailleurs, je pense à cette histoire-là. J'ai vu un fait divers où un chirurgien avait utilisé son couteau suisse là, pour opérer un patient parce qu'il disait que soi-disant, il n'y avait pas les instruments. Et il a fini en prison. Et Ah là, oui. une fille, oh là, mais en fait, non, non, un objet improbable, non, il y a toujours tout ce qu'il faut. Alors, on est très prévoyant. Il y a toujours tout ça, des trucs. OK. Non, mais il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut, mais globalement, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce qui est le plus stressant, la chirurgie ou un premier encart? Oh, bah, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu de premier encart. Ça fait 17 ans que je suis avec ma femme, donc non, le chirurgie. La chirurgie. Chirurgie, ouais. Ouais. Les serrées médicales, ça te fait sourire ou ça te fait grincer des dents? Ça me fait chier. Je la regarde pas. Franchement, ça me rappelle trop le boulot. Ouais, non, ouais, voilà. Et souvent, c'est pas. Il paraît qu'Hippocrate, c'est vachement bien. J'ai pas regardé. Ouais, ma femme est fan. Moi, je trouve que ça me rappelle beaucoup trop le boulot Ouais. parce que c'est d'un réalisme tel Il que paraît que c'est hyper bien fait. Ouais, et c'est vrai que oui, peut-être à la rigueur, celles qui sont marrantes, c'est celles où ils sont aux États-Unis et tout le monde est amoureux de tout le monde. Au moins, ça change du travail parce qu'en vrai, c'est pas ça la vraie vie de tous les jours. Mais les trop réalistes, ouais, je regarde pas. Ça me rappelle le travail, ouais. OK, bah, merci Maxime. On va pouvoir conclure, cet épisode. Avant de terminer, est-ce que tu as éventuellement des questions à poser à moi ou aux Zibod ou, à d'autres professionnels du bloc qu'on risque d'interviewer par la suite? Bah ouais, moi j'aimerais savoir comment ils se sentent au bloc et comment ils perçoivent les gens avec qui ils travaillent, notamment les chirurgiens, parce que des fois, je sais, les chirurgiens peuvent paraître un peu pas accessibles, les gens avec qui on peut pas parler. Puis je vois bien que des fois, il y a des gens stressés, etc. Et je trouve que ce serait bien que la parole se libère un peu, parce qu'on est tous pareils en fait, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de gens plus importants au bloc qu'un autre, parce que sans l'un, enfin sans l'IBOD, sans le chirurgien, sans l'anesthésiste, il y a rien qui marche. Ça fonctionne pas. Donc en fait, on est tous indispensables. Donc ce serait bien que je trouve que ce serait intéressant de savoir comment les gens vont, comment est-ce que le travail, c'est une source de stress, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça, si jamais on est une des causes de la source de enfin, D'accord, du OK. stress, quoi. OK. Les chirurgiens? Ouais, les D'accord, chirurgiens. OK, OK. Et puis, non, je pense qu'il faut qu'on se parle plus et même si je trouve qu'on se parle déjà pas mal, mais c'est effectivement pour les gens qui arrivent, qui sont en formation, c'est pas simple. J'aimerais savoir, comment ça on peut améliorer les choses, les aider, et cetera, quoi. OK, très bien. Et On leur posera la question ouais, dans les ça prochains épisodes. m'intéresserait de savoir, eux, la vision, bah, voilà, du chirurgien, parce que je pense qu'en revanche, il y a un petit truc, où la comment dire?
qui a la vie dure, c'est que on fait toujours des courbettes devant le chirurgien. Dès qu'il est de mauvaise humeur, toute la journée est catastrophique. Enfin voilà quoi. J'aimerais voir un peu le ressenti des gens vis-à-vis du chirurgien D'accord. dans Ok. leur vie de tous les jours, dans le travail. Il y a une question que je me rappelle que j'ai pas notée là, que j'ai oublié de noter, oublié de te poser du coup. Est-ce que, enfin toi tu vois pas mal de monde passer au bloc, notamment des jeunes en formation. Est-ce que tu arrives à voir chez les jeunes un futur potentiel chef de service? Euh, Est-ce que tu te dis tiens lui, il va sûrement finir chef de service? Ouais, il y a des gens, on voit, qui sont à l'aise avec les autres, qui aiment bien discuter. Il y a des profils psychologiques où on les voit bien faire certaines choses. Après, chef de service, je sais pas, mais parce que il y a on ne sait qu'on a été un bon chef de service qu'à la fin de sa chef de service, Ouais. à la retraite quoi, globalement. Mais Si tu avais un conseil, si tu avais un message à quelqu'un qui envisage de devenir chef de service, ce serait quoi? faut écouter, faut parler aux gens, Pour communiquer. faut communiquer, ouais. Ce que je fais pas toujours assez d'ailleurs, parce que des fois j'arrive, j'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur, j'en sais rien, y a pas on n'est pas parfait, mais il faut prendre le temps de parler avec les gens, ouais, d'écouter et voilà. Après ça fera pas forcément un bon chef de service, mais je pense que c'est indispensable. Ok. Bah, très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Bah, Bapti. merci à toi. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. À bloc ouvert, on termine la première saison. On se retrouve l'année prochaine. On vous embrasse tous. Ciao.